watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde et surtout bonne année, meilleurs vœux, la santé surtout, le plus important. Eh bien écoutez, on se retrouve pour ce début d'année avec la suite du drama, épisode 2, enfin épisode 3 plutôt, parce que pour moi l'épisode 1 c'était la promo du film. Donc la suite de ce drama dont je vous ai fait toute une vidéo dimanche dernier. Pour rappel, on a donc Blake Lively qui porte plainte, enfin qui a déposé une plainte contre Justin Baldoni et ses associés, également son équipe de communication pour harcèlement intime et également pour avoir orchestré une campagne de diffamation afin de saboter, ternir son image. Donc voilà, elle a déposé cette plainte dans l'État de Californie. C'était le 20 ou le 21, je ne sais plus, décembre. Donc, juste avant les fêtes de Noël, hein. Donc, joyeux Noël tout le monde. Et là, le 31 décembre, histoire de finir l'année en beauté, nous avons donc Justin Baldoni qui a répliqué. Et lui, il dépose carrément une action en justice, mais pas contre Blake, contre le New York Times, car ce sont eux les premiers à avoir publié en fait la nouvelle, hein, la plainte de Blake Lively. Ils ont sorti également des extraits de communication, hein, des messages textes et des courriels échangés entre Justin et son équipe afin de prouver toutes ces allégations. Bon, alors, avant de rentrer dans ce troisième épisode, je vais vite fait vous rappeler les protagonistes de l'histoire afin de pas trop vous perdre et pas trop vous embrouiller, quoi. On a donc l'actrice Blake Lively, son mari Ryan Reynolds, également sa chargée de communication qui va apparaître du coup dans cette nouvelle plainte, Leslie Sloan, et de l'autre côté donc toute la partie Justin. On a donc Justin Baldoni lui-même ainsi que sa boîte de prod Wayfarer Studio, son associé Jamie Heath, également Steve Sarowitch qui est un investisseur de leur boîte, et on a également sa chargée de communication Jennifer Abel qui travaillait pour Stephanie Jones chez Jones Works, mais en plein pendant le drama, le 21 août, elle a été virée par Stephanie et elle a monté sa propre agence de com. Et Jennifer Abel a embauché lors de la sortie du film, parce que ça pue le drama des kilomètres, elle a embauché une autre chargée de communication, mais cette fois-ci spécialiste des gestions de crise, qui s'appelle Melissa Nathan. Et on a donc appris également que Stephanie Jones, qui a porté plainte également contre Justin et Jennifer Abel pour rupture de contrat, s'est rangée du côté de Blake Lively. Alors je dis elle s'est rangée parce que du coup maintenant elle est opposée à eux, mais on a appris également que c'était grâce à elle en fait que Blake avait pu obtenir tous les échanges de messages textes. Étant donné qu'elle a été la patronne de Jennifer Abel, elle lui avait donc pris son téléphone quand elle l'a renvoyé le 21 août et elle a vu tous les échanges de courriel. D'accord? Voilà, je vous ai résumé le truc. Je vais pas vous lire toute la plainte parce que ça va prendre des plombes. Déjà là, c'est pas mal. Mais un petit peu de contexte. Pourquoi déjà il poursuit le New York Times quand même pour 250 millions de dollars. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un attaque le New York Times. C'est un truc de fou. En fait, il les attaque pour diffamation parce qu'en fait, il lui reproche à ce journal de ne pas avoir enquêté comme il se doit, d'avoir en gros complètement pris le parti de Blake Lively et de ne pas avoir fait leurs propres investigations pour vérifier sa plainte. Enfin, sa plainte, c'est une chose, mais si vraiment ils veulent faire un vrai travail journalistique, ils prennent en compte tout. Et ils devaient contacter l'équipe de Justin. Ils l'ont fait un vendredi soir à plus de 21h. Je vais vous donner les détails après. L'équipe de Baldoni, enfin tout le monde était rentré chez soi, quoi. Ça allait être le week-end de Noël. Et le New York Times n'a pas attendu, en plus de ça, la version de Justin. Il s'est dépêché de publier son article, sûrement afin d'être les premiers sur le coup. Donc effectivement, tout ça, ça fait très mauvaise presse. C'est pas pro du tout. Donc, pour l'instant, parce que l'avocat de Justin, Brian Friedman, a dit que c'était l'une des premières plaintes qui allait tomber. Il y a aussi ce personnage, donc dans l'équation, Brian Friedman, à prendre en compte. Début mai, vers le 8 mai 2019, on a donc Wayfarer Studio qui obtient une option pour les droits du livre
It Ends With Us, dans le but de créer un film qui attirerait une attention critique sur le problème des violences conjugales. Pendant 5 années, il va y avoir un développement. Justin Baldoni et son studio Wayfarer vont s'entretenir afin d'avoir une relation solide et collaborative avec Colleen Hoover, donc l'autrice du livre. Et il a acheté les droits, important quand même de le rappeler, je trouve, il a acheté les droits pour le livre, mais aussi pour la suite. It Starts With Us. À mon avis, il y a ça aussi dans l'histoire qu'il ne faut pas négliger. Justin Baldoni, dont la passion et la vision créative étaient au cœur du projet, en serait le réalisateur et le protagoniste. Wayfarer s'est associé à Sony pour cofinancer et distribuer le film. Cet accord prévoyait, avec l'aide de Wayfarer et de Justin Baldoni, l'exigence que 1% des bénéfices du film soit réservé aux survivants de violences domestiques. Ce 1% a finalement été destiné à l'organisation No More, avec laquelle Justin Baldoni avait souhaité s'associer dès septembre 2022. Bon, déjà, ça c'est une bonne chose parce que je vous avais exprimé mes inquiétudes dans la vidéo de la semaine dernière, à savoir est-ce que Justin est complètement hypocrite par rapport au sujet des violences conjugales, qu'il a juste voulu tabler là-dessus dans sa campagne de promotion pour se faire bien voir. Bon, on apprend que non. C'est vraiment parce que le sujet du livre lui tenait à cœur qu'il a voulu déjà le réaliser, et il s'est en plus associé avec cette organisation pour aider les femmes battues. Et on verra même dans des échanges textes plus tard que oui, c'était une réelle volonté de sa part, donc pas d'hypocrisie là-dessus. Dieu merci. Ensuite, vers le 31 décembre 2022, Blake Lively a accepté de jouer le rôle principal de Lily Bloom, et dans le cadre des négociations qui ont suivi, elle a obtenu le titre de productrice exécutive, un titre souvent associé à un talent de sa stature. Wayfarer n'a pas demandé à Lively de contribuer au film à quelque titre que ce soit, au-delà de sa performance et de ce crédit. Là, dans cette plainte, ils exposent déjà les premiers soucis qu'il y a eu en amont avec Blake. Vers le 15 mai 2023, le tournage du film commence dans le New Jersey. Pendant la pré-production, Lively a commencé à affirmer son contrôle sur certains aspects du film, au-delà de son rôle d'actrice et en dehors de la portée de ses droits contractuels. Même si les acteurs principaux se voient parfois accorder une approbation sur l'apparence générale de leur personnage, cette autorité n'inclut généralement pas un contrôle total sur les décisions vestimentaires sans la contribution du réalisateur et des producteurs. Néanmoins, Blake, finalement je vais les appeler par leur prénom, Blake a dépassé ses limites, mettant à l'écart la costumière de la production. Elle est allée jusqu'à acheter des articles pour sa garde-robe, bien qu'à ses propres frais, sans l'approbation des réalisateurs et producteurs. Ignorant la vision du réalisateur pour son personnage et sans tenir compte des semaines passées par toute l'équipe à magasiner et à confectionner soigneusement sa garde-robe en vue du tournage, Blake envoyait des centaines d'images aux costumiers du film à toutes les heures de la soirée, les pointant dans la direction qu'elle voulait pour son personnage. La costumière a alors dû refaire ses achats dans sa garde-robe, dépassant largement le budget alloué et détournant du temps et des ressources. À un moment donné, Blake a insisté sur le fait que son personnage avait de l'argent et pouvait se permettre des chaussures à 5 000 $, ce qui a amené Justin à repenser l'intégralité du scénario sur lequel il travaillait depuis plus d'1 an et qui avait été approuvé par les 2 studios. Alors, encore une fois, je vais toujours dire si c'est vrai. Si c'est vrai, bon, effectivement, c'est un peu abusé, mais ça, de toute façon, elle l'avait dit lors des interviews que pour elle, la garde-robe, c'était archi essentiel, que effectivement, c'était elle qui avait choisi les pièces, etc. Et rappelez-vous, déjà, quand les premières photos du tournage avaient fuité, la réaction des gens avait été catastrophique. Moi, la première, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est pas du tout le look de Lily. C'était pas non plus la vision que Justin avait. Et là, pour le coup, de dire que le personnage de Lily a de l'argent, c'est faux, parce que dans le bouquin, elle est censée être plus jeune, Lily, que Blake Lively dans le film. Là, ils ont un peu vieilli tout le monde, mais dans le livre, elle a 23 ans. Elle démarre sa boutique de fleurs. Un jeune entrepreneur de 23 ans n'a pas les moyens de claquer 5 000 $ dans une paire de Louboutin. Et ça, je vous l'avais dit également dans ma vidéo, suite à mes réactions par rapport au film, que j'avais complètement pas compris, si je puis dire. Ces chaussures qu'on voit à un moment donné, la façon dont Lily s'habille, dont elle a même certaines mimiques, j'ai dit, voilà, j'ai l'impression de voir Blake qui fait son show et pas Lily Bloom. C'est que mon avis. Blake a refusé également à plusieurs reprises de participer aux essayages de garde-robe au bureau de production à seulement 15 minutes de sa résidence à Tribeca. Au lieu de cela, elle a insisté pour que le département des costumes emballe toute la garde-robe et lui livre tous ses articles chez elle. Il fallait donc que Charles
chargeaient le département de garde-robe sur des camions et les livraient à la résidence de Blake Lively pour les essayages. Et cela ajoutait à la fois du temps au calendrier de production ainsi qu'aux dépenses au film. Dans un effort pour maintenir l'harmonie au début de leur relation de travail et pour éviter de nouveaux retards causés par des conflits de garde-robe, Justin et le studio ont laissé à contre-cœur à Blake le contrôle total de sa garde-robe. Cette concession s'est vite révélée regrettable. Le premier jour du tournage principal, les paparazzi ont capturé et publié des photos du personnage de Blake Lively portant sa garde-robe auto-sélectionnée. Ces images ont été qualifiées de peu flatteuses et ont suscité une réaction violente de la part du distributeur du film Sony. Justin a reçu des critiques directes de Sony qui a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact des photos sur la perception du public du film. Et là, c'est important parce que ça va rejoindre un point de la plainte de Blake. Suite à ces événements, Justin a approché Blake dans sa caravane pour discuter des ajustements nécessaires à sa garde-robe. La conversation, bien que professionnelle, a pris beaucoup de temps et a ensuite été grossièrement déformée dans la plainte de Blake, qualifiant à tort l'échange de longue explosion qui a retardé le tournage et a amené l'équipe à attendre des heures pendant que Justin pleurait dans la caravane de Blake. Cette version publiée plus tard par le Times est fausse. Alors oui, dans la plainte de Blake, elle disait que Justin avait déboulé dans sa caravane furieux, qu'en gros, il lui avait fait des reproches sur la garde-robe, qu'il s'était mis à pleurer, que ça avait pris des proportions catastrophiques, enfin bref. Or là, on apprend qu'en fait, Justin est seulement venu parler à Blake de tout ça, mais c'était sous l'incitation de Sony. Ça, c'était pas mentionné dans la plainte de Blake. Donc, il y avait Sony qui voulait que Justin lui parle. Alors oui, effectivement, ça a pris un peu de temps. Et concernant donc les larmes de Justin, alors bien qu'il ait brièvement pleuré au cours de la conversation, c'était en réponse à ce qu'il croyait être un véritable compliment de Blake, louant son travail de réalisateur et d'acteur. Avec le recul, Justin a reconnu qu'il s'agissait d'une tactique de manipulation, probablement destinée à le persuader de continuer à lui permettre un contrôle incontrôlé sur les décisions vestimentaires. Donc là, en fait, ce que Justin explique, c'est qu'il n'a pas pleuré parce qu'il s'est énervé, c'est qu'il a pleuré d'émotion, parce que Blake l'a complimenté sur tout ce qu'il faisait de génial, et qu'en gros, elle l'a brossé dans le sens du poil pour continuer à faire ce qu'elle voulait avec les fringues. Selon la version de Justin. Cet incident a marqué le début d'un modèle troublant de comportement manipulateur de la part de Blake. Alors, à partir de là, apparemment, ça s'est gâté sur le tournage. Lors d'une interview sur le tapis rouge, lors de la première du film, Blake a déclaré « La scène emblématique sur le toit, c'est mon mari qui l'a en fait écrite. Personne ne le sait, mais vous maintenant, oui. » We help each other, we work together so much. The iconic rooftop scene in this movie, my husband actually wrote it. Nobody knows that, but you now. L'équipe avait cru qu'en fait, Blake avait improvisé et ils avaient dit « Ouais, c'est pas mal, on garde. » Et ben en fait, ils ont appris là que c'était en fait Ryan qui l'avait écrit. Cette révélation a été une surprise pour la scénariste créditée du film, qui lors d'un entretien ultérieur a gracieusement répondu « Donc, si on me dit que Ryan a écrit cela, alors super, c'est merveilleux. » Ça aussi, je vous l'avais dit, la réaction de cette scénariste, elle l'avait pas mal pris. C'était aussi la première fois que les plaignants apprenaient que Ryan Reynolds, qui n'avait aucun rôle formel dans le film, avait apporté des modifications non autorisées au script en secret. De plus, Blake elle-même a commencé à modifier le scénario quotidiennement. La fréquence des révisions de Blake a alarmé les producteurs, le réalisateur et le studio qui prévoyaient que son interférence persiste chaque jour du tournage et perturbe le planning de production. Ces changements constants introduisaient un stress important sur l'équipe de production et des difficultés financières. Cependant, quelques semaines auparavant, le mari de Blake Lively, Ryan Reynolds, avait réprimandé agressivement Justin lors d'une réunion dans leur penthouse à New York, l'accusant de fat shaming. Qu'en gros, Justin avait traité Blake de grosse, enfin du moins pas comme ça, mais qui avait fait comprendre qu'elle était grosse. Donc voilà, Ryan a embrouillé Justin là-dessus. Et là, ils expliquent que ces réprimandes inappropriées ont été faites peut-être intentionnellement, alors que d'autres amis célèbres entraient et sortaient de leur penthouse. Donc apparemment, il y a des amis de Blake et Ryan
qui ont donc vu la scène. Donc ces réprimandes ont été motivées par l'enquête raisonnable de Justin sur des informations cruciales nécessaires pour assurer la sécurité et éviter les blessures lors d'une scène. Là, ça nous ramène à l'histoire qu'on connaît depuis le début, à savoir son histoire de mal de dos, et qu'il avait donc demandé à un coach le poids de Blake. Bon bah là on va avoir un peu plus de précision. Justin, alors qu'il s'entraînait pour une scène physiquement exigeante dans laquelle son personnage Ryle soulevait Lily, a demandé à son entraîneur, qui lui a été présenté par Blake et a supervisé son entraînement pour le film, combien pesait Blake. Justin, qui souffre de problèmes de dos et a plusieurs disques abîmés, s'est renseigné afin de s'assurer s'il pouvait bien la soulever en toute sécurité sans se blesser. Malheureusement, l'entraîneur a transmis cette information à Blake, qui a ensuite informé son mari Ryan. La confrontation qui a suivi a été si agressive que Justin s'est senti obligé de présenter des excuses répétées, bien que sa question soit tout à fait raisonnable et posée de bonne foi. Suite à cet incident, Blake a refusé de jouer la scène de l'ascenseur, même si elle avait déjà été répétée avec une doublure. Bon, poursuivons. En fait, Blake a menacé de quitter complètement la production malgré ses obligations contractuelles. Elle a lancé un ultimatum à Justin, soit choisir quelqu'un d'autre, soit travailler avec elle à sa façon. Une refonte nuirait à la production, romprait la relation de Wayfarer avec Sony et coûterait des millions de dollars. Justin et Wayfarer croyaient également sincèrement que dans un effort pour se sauver du contre-coup d'une refonte, Blake pourrait divulguer qu'elle se sentait grosse à cause de Justin, ce qui, selon lui, ruinerait sa carrière. Au-delà des révisions du scénario, Blake a étendu son influence sur le film à d'autres domaines, contestant fréquemment les décisions et affirmant son contrôle. Non seulement elle a réécrit son propre dialogue, mais a également apporté des modifications unilatérales aux répliques d'autres personnages, modifiant ainsi le scénario à grande échelle. Ce modèle d'interférence a continué à perturber le processus de production, provoquant souvent du stress, du chaos et des retards. Blake et ses collaborateurs ont constamment scruté les interactions avec Justin et ont employé des tactiques qui correspondent carrément à la définition du gaslighting. Ce comportement a poussé Sony, Justin et Wayfarer à céder le contrôle à Blake à chaque instant, ce qui lui a valu la domination de presque tous les aspects de la production du film. Voilà, déjà pour ça. Et là, on arrive dans ce qu'ils estiment, selon la plainte de Justin toujours, une préparation de terrain, on va dire, pour la suite. Je vous explique. Blake prépare le terrain en rédigeant une lettre de protection qui dénature intentionnellement la nature des conversations eues entre Justin et ou Jamie et Blake. Elle exige que les parties Wayfarer signent pour que Blake retourne au travail après la grève de l'industrie. De mi-juin à début novembre 2023, la production a été suspendue en raison des grèves des corporations industrielles. À la fin des grèves, le 9 novembre 2023, la production avait hâte de reprendre les tournages et de rattraper le temps perdu. Le jour même, cependant, Wayfarer a reçu un courriel troublant et inattendu de Blake, par l'intermédiaire de son avocat, contenant une liste en 17 points de conditions non négociables qui doivent être remplies avant que Blake ne retourne au travail. Bien que Wayfarer ne soit pas d'accord sur la base de la demande de ces conditions, ce qui insinuait que ces demandes étaient le résultat d'un comportement inapproprié de Justin et Jamie, les conditions étaient acceptables et certaines étaient déjà en place. Donc en fait là, on est en train de parler de la fameuse liste que Blake leur a fournie. Sans ça, elle ne revenait pas travailler. Il y avait 30 points dans cette liste. Je vous la remets à l'écran, je vous l'avais partagée la semaine dernière. Sauf qu'apparemment, ils n'ont jamais vu cette liste. Il n'y avait que 17 points, pas 30. Et selon eux, ces points les ont choqués parce qu'il y avait des choses qu'ils respectaient déjà. Et d'autres, ils se sont dit, c'est bizarre qu'elle demande ça. Elle est en train d'insinuer qu'en gros, on a agi comme ça alors que c'est pas vrai. Enfin, bref, voilà, on parle de ça en tout cas. Donc par exemple, Blake a exigé qu'un coordinateur de l'intimité soit présent à tout moment lorsque Blake était sur le plateau. En fait, un coordinateur de l'intimité avait déjà été engagé au cours de la première moitié de la production, donc Wayfarer n'a pas contesté cette demande. Contrairement à l'affirmation de Blake, c'est elle qui a refusé de rencontrer le coordinateur de l'intimité pour planifier des scènes, mettant Justin dans la position délicate de rencontrer le coordinateur de l'intimité seul et de transmettre plus tard les suggestions de scènes intimes à Blake en l'absence du coordinateur de l'intimité, ce qui va non seulement
à l'encontre du but recherché, mais cela a donné lieu à des accusations du Times selon lesquelles, avant le début du tournage, Justin voulait ajouter des scènes de S que Blake considérait comme gratuites. En fait, ces scènes ont été proposées par le coordinateur de l'intimité. Ceci est bien documenté dans les notes manuscrites prises par Justin lors des réunions avec ce coordinateur de l'intimité. Alors là, effectivement, on a un échange, donc on a une capture d'écran du portable de Justin qui est en train d'échanger avec Blake. Et il lui dit « Je viens d'embaucher un coordinateur de l'intimité que j'adore. Je te tiens au courant pour le meeting ou FaceTime avec elle pour la semaine prochaine afin de vous présenter. » quoi. Et on a donc Blake qui répond « Ça me paraît bien, je peux la rencontrer lorsque nous commencerons. » Emoji qui sourit. « Merci. » Et là, il y a Justin qui échange avec une productrice, qui a écrit Female Producer, où là, il met « Juste pour que tu saches, je voulais te dire qu'il semblerait que elle, donc en parlant de Blake, ne veuille pas rencontrer le coordinateur de l'intimité avant que nous commencions, ce qui pourrait perturber le cours du travail, on va dire ça comme ça, mais je peux quand même la rencontrer bien sûr. Et on a donc la productrice qui lui répond « C'est très bien si elle ne veut pas la rencontrer maintenant. Tu devras juste la tenir au courant de ce que toi et cette coordinatrice avez établi, avez pensé, avez réfléchi. » Alors là, c'est intéressant parce que du coup, ça contredit ce que Blake disait dans sa plainte. Parce qu'au final, c'est avec cette coordinatrice d'intimité qu'il devait justement écrire les scènes d'intimité. Parce que ça aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vivement réagi là-dessus quand je vous ai dit qu'il n'était pas impossible qu'un scénario bouge après qu'il ait été approuvé. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, bah non, si l'actrice elle a consenti à ce script-là, elle doit s'y tenir et il n'y a pas à ajouter des scènes. Oui, mais apparemment, c'est pas comme ça qu'ils ont fonctionné. Et vous verrez que Blake était parfaitement au courant. Je poursuis, vous verrez après. Les notes manuscrites et datées de Justin Baldoni lors de ces réunions avec le coordinateur de l'intimité, auquel Blake a refusé d'assister, ont été lues à Blake dans son appartement où elle a insisté pour qu'elle et Justin se rencontrent pour écrire des scènes intimes ensemble. Dans l'état actuel des choses, les scènes intimes n'étaient pas écrites et Justin avait toujours eu l'intention de les écrire avec la contribution du coordinateur de l'intimité et de Blake afin d'avoir ce fameux regard féminin, chose qu'a détourné Blake dans sa plainte. Et en réponse à une proposition du coordinateur de l'intimité selon laquelle Ryle, donc le personnage de Justin, n'aurait pas atteint le nirvana après avoir satisfait Lily, Blake a fait remarquer « Je serais mortifié si cela m'arrivait ». Ce à quoi Justin, suivant l'exemple de Blake dans ce qui semblait être une tentative de connecter et développer leur personnage, a fait remarquer que cela a été parmi les plus beaux moments qu'il ait eu avec sa femme. Blake a déformé à nouveau cela. Oui, dans sa plainte, Blake avait dit que Justin lui avait demandé toi et Ryan, comment ça se passe vos rapports? Est-ce que vous atteignez le nirvana ensemble? Et elle avait été mortifiée par ça. Et aussi parce qu'il lui parlait de ses relations avec sa femme où eux deux atteignaient le nirvana ensemble. Bon selon Justin, ça s'est pas passé comme ça. C'est elle qui au début a commencé à sortir du personnage en fait en disant moi je serais mortifiée si ça m'arrivait. Du coup Justin il allait dans son sens en disant que oui lui et sa femme ils atteignaient le nirvana ensemble et que effectivement c'était génial. Mais en gros, il est allé dans son sens. Encore une fois, c'est selon Justin. Nous, on n'y était pas, on ne sait pas. Et donc ça répond également au fait que, oui, comme je vous disais donc à l'instant, ces scènes-là n'ont pas été écrites en amont, puisque Justin voulait justement qu'il y ait un coordinateur d'intimité pour écrire ces scènes-là avec lui et Blake. Donc il devait les écrire à 3. Apparemment, c'était l'accord qui était fait pour tout le monde. Donc de dire qu'après Justin a modifié des scènes et rajouté des scènes, apparemment là d'après ce qu'on comprend, c'est pas vrai. Bon, encore une fois, c'est la version de Justin. Poursuivons encore autre chose qu'elle reprochait à Justin et qu'il il s'explique. Blake a affirmé que Justin l'a dérangé lorsqu'il a utilisé le mot « sexy » tout en discutant d'un ajustement de garde-robe, alors qu'en fait, Blake elle-même avait déjà indiqué à la fois verbalement
et dans un message texte qu'elle voulait que la garde-robe de son personnage soit plus sexy. Pour une scène dans laquelle tous les personnages portaient des combinaisons, Blake a choisi de porter un grand manteau par-dessus la sienne, obscurcissant ainsi sa tenue. Justin, en tant que réalisateur du film, lui a suggéré de retirer le manteau, expliquant que le look serait plus sexy sans celui-là. Blake s'est offusqué du commentaire et a semblé bouleversé, l'interprétant de manière négative plutôt que comme une direction créative. Sentant qu'il l'avait contrarié, Justin s'est excusé, bien qu'il lui ait fait une suggestion professionnelle en tant que réalisateur. Donc là, on voit un message texte entre Blake et Justin, où elle lui dit « Je te montrerai deux façons, mais le beanie est beaucoup plus sexy. » Je sais pas c'est quoi un beanie. C'est le look. Avec un crop top dans la neige, ça justifie le reste de la peau. Et bon, après, elle continue à parler de l'effet, quoi. Ça, c'est pas très important. Donc, bon, voilà, juste une histoire de manteau et d'épaules nues. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème dans leurs échanges de messages. Comme elle disait Blake dans sa plainte, le fait que Justin lui dise « t'es sexy », elle l'a très mal pris, alors que... elle utilisait elle-même ce langage pour décrire ses vêtements. Justin a très bien pu dire bah oui, c'est sexy ou t'es sexy comme ça, mais est-ce que c'était vraiment pour parler de Blake elle-même ou par rapport au personnage? Et vu qu'elle-même disait qu'elle voulait que les vêtements aient l'air sexy, machin, tout ça, Justin, il parle comme elle, quoi. Il va dans son sens. C'est ce qu'ils expliquent là-dedans. Bon, encore une fois, on n'y était pas. On ne sait pas exactement ce qui a été dit, fait. Bref. Bon, poursuivons. Point 71. Blake a également établi très tôt qu'il était acceptable d'être présent pendant qu'elle allaitait. Jamie et Justin ont tous deux des enfants et sont à l'aise avec les mères qui allaitent. Et Blake semblait tout aussi à l'aise. On a un échange de SMS entre Justin et Blake, où Blake invite Justin dans sa caravane pour répéter ses répliques pendant qu'elle tire son lait. Mais Blake allègue maintenant dans sa plainte que Justin et Jamie entraient de leur propre gré dans sa caravane pendant qu'elle se maquillait ou qu'elle allaitait, sans son autorisation, quoi, comme ça à l'improviste. Notamment, l'allaitement était une activité qu'elle menait souvent ouvertement, en présence de Justin et de Jamie, y compris lors des réunions de production. Donc en effet, dans cet échange de texte, elle lui dit « Je suis en train de tirer mon lait dans ma caravane, si tu veux venir travailler nos répliques ». Justin lui répond « Ok, je mange avec l'équipe et après je viens ». Elle lui répond « Prends ton temps ». Bon, après ça parle d'autre chose. Donc dans la plainte de Blake, publié en partie par le Times, Blake suggère que Jamie est venue dans sa caravane à l'improviste alors qu'elle était déshabillée, poitrine nue, ce qui est faux. Jamie a été invitée dans sa caravane avec une productrice ainsi que Justin et un représentant de Sony pour une réunion demandée par Blake. Jamie est arrivée le premier pour voir si Blake était prête pour la réunion et après avoir frappé et avoir été invitée, elle se maquillait la clavicule alors qu'elle était entièrement couverte. Jamie a demandé s'il devait revenir plus tard. Elle lui a dit non, il pourrait avancer avec la réunion comme prévu initialement et les rencontrerait tous une fois qu'elle aurait fini de se maquiller. Environ 2 semaines plus tard, Blake a annoncé qu'elle pensait avoir vu Jamie établir un contact visuel avec elle et Jamie s'est immédiatement excusé et a déclaré qu'il n'avait même pas réalisé qu'il la regardait. Une référence à cet incident est apparue opportunément sur un document des mois plus tard, déformé comme les autres et hors contexte dans une liste que le Times a ensuite publiée comme un fait. Oui, cette fameuse histoire que il l'avait regardé, que non seulement il était rentré à l'improviste mais qu'il l'avait regardé dans les yeux alors qu'elle avait dit de se retourner. Bon, selon eux, ça s'est pas passé comme ça. Point 75. Il a été convenu que le tournage reprendrait le 5 janvier 2024 et le soir du 4 janvier 2024, Justin, Jamie et les producteurs Todd Black et Alex Sachs, un représentant de Sony, ont été invités au penthouse de Blake et Ryan à New York. Ils sont arrivés impatients de discuter des plans pour le tournage du lendemain, préparés avec leur matériel de production. Au lieu de cela, ils ont été pris de court par Blake et Ryan Reynolds qui ont présenté une liste de griefs à la fois imprévus et troublants. Donc cette fameuse liste. Ryan Reynolds s'est lancé dans une tirade réprimandant Justin dans ce que Justin a décrit plus tard comme une rencontre traumatisante, déclarant qu'on ne lui avait jamais parlé comme ça de sa vie. Ryan a demandé des excuses à Blake pour des actions mal interprétées et manifestement fausses, qui voulait que Justin s'excuse auprès de Blake. Lorsque Justin a résisté à s'excuser pour ce qu'il n'avait pas fait, Ryan est alors devenu encore plus enragé. Un représentant de Sony présent a quitté cette réunion sous le choc. Le producteur a déclaré qu'au cours de ses 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu personne parler à quelqu'un comme ça lors d'une réunion. La représentante de Sony a mentionné qu'elle penserait souvent à cette réunion et son seul regret est de ne pas avoir empêché Ryan Reynolds
Reynolds de réprimander Justin. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des témoins. Justin et Jamie ont quitté la réunion profondément perturbés par les implications du comportement de Blake et Ryan et par la dynamique de pouvoir en jeu. Confrontés à une pression croissante et pesant, les implications financières de ce qui signifierait l'arrêt d'un film à mi-chemin de la production, Wayfarer a pris la décision difficile de reprendre la production et de terminer le film malgré les craintes que Blake manipule intentionnellement les faits pour son propre gain. Les enjeux étaient extraordinairement élevés. Le tournage a donc repris sans autre grief, ni référence à des litiges antérieurs de la part de Blake, un fait que Blake concède dans sa plainte, et les parties ont convenu de mettre en œuvre et de suivre les protections pour le retour à la production afin de garantir que le film puisse être terminé, commercialisé et sorti en toute sécurité et avec succès. Et c'était le cas. La production du film a repris le 5 janvier et s'est terminée le 9 février 2024. Et il a été un succès retentissant. On en arrive au moment de l'histoire où Justin et son équipe ont tout accepté, même ce qu'ils jugeaient lunaire, selon eux, encore une fois. Tout ça, c'était pas produit, mais bon, c'était les conditions de Blake pour revenir bosser. Il fallait qu'il boucle le film. Ils ont dit amen à tout. Sauf que ils se sont quand même dit ça pue. Qu'est-ce qu'elle prévoit de faire en fait. Donc, poursuivons, on arrive au point 79. Cependant, les effets durables des allégations de Blake ont laissé Justin inquiet. Lui et Wayfarer ont continué à faire des concessions considérables tout au long de la production, le tout dans l'intérêt de réussir un film exceptionnel. Et on en arrive donc au montage. Je vous avais dit que c'était là qu'à mon sens, c'était parti en cacahuète. Bon, apparemment, d'après Justin, c'est parti en cacahuète bien avant. Mais, donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Directors Guild of America, DGA, impose une période protégée de 10 semaines pendant laquelle le réalisateur d'un long métrage a le droit de monter le film en privé et d'assembler son montage du réalisateur. Cette période est considérée comme sacrée, offrant au réalisateur un temps ininterrompu pour façonner de manière créative le produit final. Une opportunité d'expérimenter, de prendre des risques et d'affiner jusqu'à ce que le film reflète sa vision artistique. Pour Justin, cette période représente l'apogée du processus de réalisation cinématographique, un temps pour s'immerger dans le métier de créateur, libre des influences extérieures. Malheureusement, cette expérience essentielle lui a été refusée. Blake a demandé à rejoindre Justin dans la salle de montage en tant que professionnel chevronné avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement, ayant grandi dans une famille profondément impliquée dans le domaine. Blake était pleinement consciente des implications de sa demande. En fait, sa demande reconnaissait explicitement qu'elle portait atteinte à la période de protection de Justin. Néanmoins, à la suite des graves fausses allégations qu'elle avait formulées contre la production, Justin, Wayfarer et Sony ont accepté à contre-cœur de lui accorder l'accès à la salle de montage pendant 2 jours. Notamment malgré ces allégations selon lesquelles Justin la mettait mal à l'aise. Blake cherchait à passer du temps prolongé et rapproché avec lui dans l'espace confiné et collaboratif de la salle de montage. C'est là où je me dis, mais attendez, si Sony également était dans le coup, pourquoi en fait ils ont autant laissé Blake faire ce qu'elle voulait? Je comprends pas trop. Bref. Ce qui a commencé comme une collaboration de 2 jours s'est prolongé en 10 jours, pendant lesquels Blake a cherché à travailler seul dans la salle de montage sans Justin. Bien qu'il ait incorporé dès le début 7 pages de ses notes dans sa propre édition, et l'est constamment impliqué dans chaque édition ultérieure, Blake a exprimé son mécontentement à l'égard d'une simple collaboration, affirmant qu'elle aussi méritait l'opportunité de voir sa vision créative se réaliser. Elle a demandé du temps exclusif avec les éditeurs. En réponse, Wayfarer a envoyé le monteur de Justin à New York pour aider Blake dans le processus. Finalement, Blake a licencié les monteurs du film, les remplaçant par son propre choix, en particulier un monteur souvent utilisé par Ryan Reynolds. Elle a également licencié le compositeur primé du film, le remplaçant par des compositeurs du récent projet de Ryan Reynolds, et malgré des objections répétées, Blake a créé sa propre vision du film aux frais de Wayfarer et de Sony. Sony informa plus tard Wayfarer que Blake ne ferait pas la promotion du film à moins que ses demandes ne soient satisfaites. Estimant que les modifications de Blake compléteraient simplement le travail de Justin, il a continué à peaufiner sa version du réalisateur. Cependant, face à la possibilité que Blake refuse de promouvoir le film,
ou d'approuver tout matériel marketing connexe, donc c'est-à-dire bande-annonce, affiches, publications sur les réseaux sociaux, un scénario qui aurait des implications catastrophiques. Wayfarer et Justin se sont sentis obligés d'acquiescer. Cela comprenait le financement d'une projection par les amis et la famille d'une version du film qu'ils n'avaient pas approuvée ni même vue, entièrement sur l'insistance de Blake. Ayant déjà investi des millions de dollars ainsi que des années de temps, d'énergie et de sacrifices personnels, Wayfarer et Justin se sont retrouvés sans alternative viable. Wayfarer et Sony se sont retrouvés dans une situation difficile et sans précédent. 2 versions concurrentes du film, créées par 2 individus différents, dont l'un n'avait aucun droit contractuel ou créatif pour monter le film, et encore moins de produire son propre montage. Face à la menace de Blake de suspendre la promotion du film, le studio a accepté à contre-cœur de faire un test d'audience officiel des 2 versions, la coupe de Blake et la coupe du réalisateur Justin. Une fois de plus, aux frais de Wayfarer et Sony. Cette décision a été prise car Blake avait convenu avec Sony que si le réalisateur Justin, donc si sa coupe à lui, lors du test d'audience, recevait de meilleures critiques, alors elle abandonnerait son projet et coopérerait pleinement avec Justin et il pourrait continuer de terminer le film sans ces interférences. Sans surprise, malgré le score de Justin nettement plus élevé auprès du public test et de la population cible du film, Blake est revenu sur sa promesse. Elle a insisté pour que son montage soit la version rendue publique, allant même jusqu'à affirmer que l'auteur du livre, Colin Hoover, refuserait également de promouvoir le film si la version de Blake n'était pas choisie. Sous une immense pression, Sony et Wayfarer ont encore une fois concédé et Blake a exigé un crédit de producteur et une PGA imméritée. Pourquoi Sony a laissé faire? Là, elle outrepasse clairement ses droits. Donc je comprends pas ce qui s'est passé. Blake a ensuite cherché le très convoité PGA. Donc c'est ce truc-là, la marque sur son crédit de producteur. Une désignation certifiée, autorisée par la Productors Guild of America. Donc c'est ça le PGA. Pour identifier les producteurs qui ont exécuté la majorité des fonctions de production sur un film. Mais ni Justin ni Wayfarer ne sentaient que Blake ne remplissait les critères requis pour obtenir cette note. Blake a exigé que Baldoni, Jamie et d'autres producteurs et chefs du département envoient des lettres à la PGA pour soutenir sa certification pour la PGA. Malgré la reconnaissance unanime de l'absurdité et du caractère troublant de ce qui semblait être une tentative de coercition, Sony et d'autres parties ont finalement acquiescé et soumis des lettres de soutien. Cependant, étant donné que Blake n'exerçait pas les fonctions de producteur et que par conséquent, de la vie professionnelle des studios, elle n'était pas admissible à la PGA, une distinction très appréciée et prise au sérieux au sein de l'industrie, Wayfarer et Justin ont refusé de déformer ses contributions au film. Bien qu'ils aient concédé sur presque toutes les autres demandes jusqu'à présent, ils ont estimé qu'il était injuste et contraire à l'éthique de déclarer faussement à la PGA qu'elle avait rempli les responsabilités de production requises. Blake, à son tour, a demandé à Sony de dire à Wayfarer et à Justin que tout ce qui reste entre nous est fait. Finalement, face aux menaces persistantes proférées contre Wayfarer et Justin, ils n'ont eu d'autre choix que de rédiger et de signer une lettre au nom de Blake. Ce faisant, Jamie a fourni une copie de la lettre aux avocats de Wayfarer, accompagnée d'une déclaration indiquant qu'ils avaient signé la lettre sous la contrainte. Donc on a cette fameuse lettre que je vous mets là à l'écran. Bon, on en arrive à un point où là, Blake met ses menaces à exécution. Donc conformément à son esprit de vengeance, à l'approche de la première du film, Blake a informé Sony qu'elle et les acteurs ne participeraient à aucune commercialisation ou promotion du film aux côtés de Justin. Elle s'est assurée qu'il soit retiré de toutes les illustrations du film, affiches incluses, et l'a retiré de son crédit un film par. Vous savez ce qui est écrit sur les affiches, un film de machin. Elle voulait pas que ça apparaisse sur l'affiche. Donc un film de Justin Baldoni a pu. De plus, Blake et Ryan Reynolds ne l'ont plus suivi sur les réseaux sociaux, tout comme l'autrice du livre, Colin Hoover, quelqu'un avec qui Justin avait entretenu une relation personnelle de 5 ans et pour qui Justin a créé cette opportunité et d'autres membres de la distribution, créant la fausse impression que Justin avait fait quelque chose qui n'allait pas. Il est devenu clair que Blake travaillait assidûment pour inventer un récit
qui expliquerait pourquoi elle a repris le film et exilé Justin. Il n'avait pas l'intention de rendre cette information publique. Il a fait la promo du film comme prévu à l'origine, a donné à Blake tout le crédit et les éloges et voulait que le film réussisse. Il voulait passer à autre chose. Blake, cependant, a refusé de lâcher prise. Justin a appris plus tard que lors de la première de son film Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds avait approché l'agent de Justin chez William Morris Endeavor, donc WME. Je vous ai parlé de ça la semaine dernière, c'est l'agence de talent qui a donc comme client, entre autres, Blake Lively, Ryan Reynolds et Justin. Et ils l'ont viré juste après que Blake ait déposé sa plainte. Bon bah alors là, Justin a appris que lors de l'avant-première de Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds aurait approché l'agent de Justin chez WME et lui aurait demandé de laisser tomber Justin. L'exercice du pouvoir et de l'influence est devenu indéniable. Justin et Wayfarer avaient de plus en plus peur de ce dont Blake et Ryan étaient capables car leurs actions semblaient viser à détruire la carrière et la vie personnelle de Justin. Mais encore une fois, pourquoi ? Pourquoi tout ça? Si c'est vrai, pourquoi tout ça? Je ne comprends pas. Blake a systématiquement exclu Justin de tous les efforts de marketing et de promotion avec elle et les acteurs du film. Il n'a été invité à aucun événement promotionnel, projection de casting, première, séance photo ou autre campagne de casting. Justin a été marginalisé du processus de marketing et laissé dans l'ignorance quant au prétendu plan de marketing prétendument créé par Blake et Sony, qui a ensuite été mentionné dans la plainte de Blake comme étant accepté par tous. Alors là, c'est bien parce qu'on apprend que ce fameux plan marketing, je vous l'avais dit dans la vidéo la semaine dernière, que le truc des fleurs et de ne pas parler de violence domestique, apparemment c'était un plan marketing orchestré par Sony et que tout le monde avait été d'accord. Et je vous avais même dit, dans ces cas-là, comment Justin a pu dévier de ce plan marketing et parler, au contraire, que des violences domestiques, principalement. Je vous avais même dit, il n'a pas été poursuivi pour ça. Donc là, on apprend qu'effectivement, ils n'auraient pas pu le poursuivre parce qu'il n'était pas au courant de ce plan marketing. Alors ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. Et ce plan marketing, c'est pas que Sony donc qui l'a créé, mais c'est aussi Blake, d'après ce qu'on lit. Alors qu'il était en Suède, Justin, pour célébrer l'anniversaire de sa femme, il a été informé que Blake avait exigé qu'il n'assiste pas à la première du film le 20 août 2024. Blake a en outre menacé que si Justin assistait à la première, elle et la majorité des acteurs boycotteraient cette première. On ne savait pas exactement ce que Blake avait communiqué ou promis aux acteurs, mais il refusait désormais également d'y assister si Justin était présent. Le fait que Sony ait conseillé à Wayfarer de concéder souligne l'immense pouvoir et l'influence de Blake Lively et Ryan Reynolds. Justin et Wayfarer ont refusé de succomber aux tactiques d'intimidation visant à les empêcher d'assister à la première de leur film, un projet qu'ils avaient financé, produit et tenu jusqu'au bout, quoi. Cette menace a marqué le point culminant d'une campagne d'intimidation et de harcèlement qui a duré 1 an. Bien qu'objectivement flagrant et choquant, l'équipe Wayfarer s'était malheureusement habituée au harcèlement, pleinement consciente de l'immense pouvoir que ce couple exerçait et de l'étendue considérable de leur influence. Ils ont cependant refusé d'accéder à cette demande. Quelques jours seulement avant la première du film, Justin ne savait toujours pas s'il serait autorisé à y assister. Ses amis et sa famille, dont beaucoup venaient de l'extérieur de New York, se sont retrouvés dans l'incertitude, incapables de finaliser leur projet de voyage ou de réserver des vols. Finalement, par l'intermédiaire de Sony, Wayfarer a persuadé Blake de permettre à Justin et à l'équipe Wayfarer ainsi qu'à leurs amis et à leur famille d'y assister, mais uniquement dans des conditions dégradantes et humiliantes. Ce passage, franchement, il est chaud. Si c'est vrai, c'est chaud. Ils ont été relégués dans un théâtre séparé pour voir le film. Ils devaient arriver à une heure différente de celle du reste du casting et ont reçu pour instruction de quitter la salle immédiatement après l'arrivée de Blake. Justin a également été exclu de la soirée officielle, bien qu'il s'agisse d'un événement payé par Wayfarer. En conséquence, Justin a dû rapidement organiser et financer personnellement une after-party séparée pour lui-même et son équipe Wayfarer, obligeant la société à couvrir les coûts de 2 événements. Un pour Blake Lively et un pour ses propres amis, sa famille et son équipe. À son arrivée,
Justin a commencé à participer à des photos et à des interviews sur le tapis rouge. Cependant, ses efforts ont été brusquement interrompus lorsqu'il a été annoncé que Blake était en route et il lui a été demandé de s'arrêter immédiatement. Lui et sa famille ont été rapidement évacués. Le personnel de sécurité a escorté le groupe de Justin jusqu'au sous-sol du bâtiment. Là, ils ont été confinés dans une zone de fortune entourée de stands avec uniquement des tables pliantes et des chaises disposées en carré. Une fois que la salle principale a été jugée libérée de Blake et de ses invités, Justin et son groupe ont été conduits dans une salle séparée pour voir le film. Après ça, ils ont de nouveau été rapidement escortés par les agents de sécurité hors du bâtiment pour éviter ne serait-ce qu'une chance d'interaction avec Blake et ses invités. Entre-temps, Justin était mis à l'écart alors que Blake et Sony poursuivaient leur stratégie promotionnelle originale pour ce film. Ce plan, exposé dans sa proposition initiale à Sony des années auparavant, partagé avec Blake et communiqué à plusieurs reprises à Sony et à Blake, était centré sur un partenariat avec l'organisation No More. Donc c'est ce que voulait Justin depuis le début. En réponse directe aux tactiques oppressives de Blake décrites ici, Wayfarer et Justin Baldoni ont retenu les services de Melissa, Nathan et Tag. Donc Tag, c'est la boîte dans laquelle elle travaille, comme mesure de protection avant la première du film. Donc contrairement à la description du Times, l'engagement de Tag s'est concentré exclusivement sur la stratégie défensive et la vérification des faits. Bien que comme c'est la pratique courante dans l'industrie, Tag s'est préparé au pire scénario sur la base du comportement antérieur de Blake et Ryan Reynolds. Aucune tactique agressive n'a jamais été employée. Tag a maintenu cette position défensive tout au long de son engagement, vérifiant les faits et corriger la désinformation sans représailles. Une stratégie approuvée par Justin et Wayfarer dans un effort pour redéfinir les priorités du message social important du film. Pendant ce temps, la publiciste de Blake Lively, Sloane, a lancé une campagne de presse négative contre Justin Baldoni. Au moins dès le 1er août 2024, Tag a été informé que Sloane avait diffusé une histoire défavorable, fausse et diffamatoire sur la foi Baha'i de Justin à Page 6. Page 6, c'est un magazine et un site. Sloane a ensuite diffusé de fausses histoires au Daily Mail et au New York Post contenant des allégations selon lesquelles Justin était un prédateur S. Et elle a également publié une fausse histoire alléguant qu'il y avait eu plusieurs plaintes en matière de ressources humaines pendant la production. Ça, c'est intéressant parce que si c'est vrai, ça explique pourquoi, comme je vous disais la semaine dernière, on n'a pas vu les plaintes. Il y avait une femme apparemment, selon Blake, qui avait déposé une plainte contre Justin ou quelqu'un d'autre membre de la production lors du tournage. Et je vous ai dit, cette plainte, j'aimerais la voir. Apparemment, d'après ce qu'on comprend, c'est l'équipe de Blake qui a laissé fuiter ça, mais c'est pas vrai. Apparemment. Enfin, moi, c'est ce que je comprends en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous comprenez. Malgré les efforts de Sloane pour fustiger Justin et Melissa Nathan, c'est Blake Lively qui a finalement suscité son propre ridicule public. Et là, ils mettent plein d'exemples d'articles qui parlaient en mal de Blake, mais par rapport à ce qu'elle avait dit lors de la promo, quoi, tout ce qui n'avait pas plu. En effet, alors que Justin cherchait à se concentrer sur la prémisse centrale du film, Blake a exaspéré le public avec des remarques apparemment désinvoltes, encourageant les téléspectateurs à attraper leurs amis et à porter des fleurs. Embarrassée par cette réaction violente qu'elle a elle-même provoquée, Blake Lively cherche maintenant à vilipender Justin dans une tentative douteuse de ressusciter son image publique. Bon, après, il parle effectivement des messages textes qui n'ont pas été diffusés de manière complète dans la plainte de Blake. Curieusement, ni la plainte de Blake ni l'article du New York Times ne font mention de la publiciste en difficulté Stephanie Jones. Ça, je vous l'avais dit, qu'elle n'était pas mentionnée celle-là. Jones, ancienne publiciste de Wayfarer, insiste maintenant, dans le cadre d'un procès distinct déposé à New York, sur le fait qu'elle a été entraînée dans la soi-disant campagne de diffamation des plaignants. Et pourtant, le 14 août 2024, Jones a envoyé un email à Jamie Heath détaillant sa stratégie recommandée. Ça, c'est intéressant parce que je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que Jones, selon elle, dans sa plainte, elle n'était pas du tout au courant de ce que Justin faisait avec son employée à elle, Jennifer Abel. Non, moi, j'étais pas au courant de tout ça. En tout cas, elle a communiqué avec Justin sur cette histoire. Donc, voici ce qu'elle écrivait. « Inonder la zone de points positifs. Nous devons nous assurer de promouvoir des récits positifs que les médias ne peuvent ignorer. Actuellement, la plupart des histoires sont fortement biaisées en faveur du point de vue de Blake, laissant Justin non représenté. Il est crucial que nous nous
battions pour chaque centimètre carré de chaque histoire, ce qui nécessite bien plus d'efforts que ce que les relations publiques de crise veulent déployer dans notre expérience de travail avec les équipes de crise spécialisées. Préparer des histoires alternatives. Nous devons mobiliser un solide réseau de partisans et de tierces, des défenseurs prêts à contrer ces récits sur fond profond, ainsi que certains dans le dossier indiquant clairement que les affirmations faites sont fausses et infondées. Alors, rien qu'avec ça, on sait que la meuf, elle a menti. Parce que de dire « j'étais au courant de rien », alors qu'elle est clairement en train de proposer un plan de com pour protéger Justin face à Blake, moi rien que pour ça, tout le reste de sa plainte, ça saute. Wayfarer a ensuite licencié Stephanie Jones pour, entre autres, avoir prétendument divulgué des informations au Daily Mail, malgré les instructions spécifiques de Wayfarer de ne pas le faire. Jones est connu pour se venger de tout client assez courageux pour échapper à son emprise. Ça aussi, je vous l'avais dit. Jones est également connu pour ses allégations de mauvais traitements infligés à ses employés actuels et anciens. Wayfarer et Jennifer Abel ne font pas exception. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les communications sur lesquelles s'appuient Blake Lively et le Times auraient été produites par la société de Jones, JonesWorks, conformément à une assignation à comparaître. Le bien fondé de cette prétendue assignation à comparaître n'est pas vérifié et pour le moins hautement discutable, étant donné l'implication de Stephanie Jones et les moyens par lesquels elle a obtenu pour la première fois ses communications confidentielles. Oui, en virant son employé et en prenant son téléphone. Point 111. Abel, une ancienne employée, donc Jennifer Abel, ancienne employée de JonesWorks, a été contrainte d'abandonner ses appareils électroniques lorsqu'elle était confrontée à un agent de sécurité et un avocat de JonesWorks lors de sa séparation de l'entreprise. Bon, ce que je viens de vous dire, c'était donc le 21 août. Alors, en effet, dans cette plainte, on a quand même pas mal d'échanges de textes entre justement Justin et Melissa Nathan et Jennifer Abel qui montrent, d'après ce qu'on lit en tout cas, que effectivement elles n'ont pas créé de campagne de lynchage, de diffamation pour salir Blake. Donc là, il y a beaucoup plus de messages qui sont apparus et on a par exemple Justin qui marque à Melissa: comment pouvons-nous dire d'une quelconque manière que nous ne faisons rien de tout ça? On dirait que nous essayons de la mettre à terre. Et il y a Melissa qui répond: ça n'est pas le cas, ils ont fait tout ça par eux-mêmes et c'est tellement évident, ce sont des robots. Et elle lui met justement l'exemple d'un commentaire sous une publication qui a l'air d'être un robot. Après il y a Justin qui lui dit: ok, s'il te plaît, occupe-toi de ça. Les choses qui m'inquiètent le plus, c'est qu'ils pensent que nous avons planté ces histoires, ce qui n'est pas vrai manifestement. Et on a Jennifer Abel qui lui répond qu'en gros les gens réagissent uniquement aux actions de Blake et à ses propres interviews. Nous nous concentrons toujours sur le plan en ensemble, ce qui est toujours un boulot énorme à faire de notre côté, mais je vois que les fans ont envie et besoin de passer à autre chose. Les gens commentent maintenant que c'est en train de les ennuyer, tous ces articles qui viennent à propos de ce drama. Nous devons aller en avant, eux aussi c'est ce qu'ils veulent, donc on doit plutôt se concentrer sur les réactions des violences domestiques, mais aussi sur d'autres choses comme la famille, être de retour à la maison, Wayfarer, etc. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a même un échange de messages entre Melissa Nathan et Jamie Heath, et il lui envoie un article, en fait, il lui dit: on vient de m'envoyer ça il y a 5 minutes, où en gros, Sony est en train de faire les éloges de Blake, et il y a Jamie qui répond: je suis tellement content qui disent du bien de Blake, laissons-la gagner, mais ce serait bien que les exécutifs de Sony parlent également bien, complimentent Justin. Après, on a ce fameux article que Blake avait mis dans sa plainte, c'est Melissa Nathan qui a envoyé à Jennifer Abel un article du Daily Mail qui disait: est-ce que Blake est sur le point d'être cancel? Et il y avait Jennifer Abel qui répondait: waouh, vous êtes vraiment surpassé avec ça, sauf que là il y a un emoji tête à l'envers, et cet emoji n'apparaissait pas dans la plainte de Blake. Et il y a Melissa qui répondait: c'est pourquoi vous m'avez embauché, je suis la meilleure. Alors là, justement, ce qu'il est en train d'expliquer l'avocat de Justin, c'est qu'en fait cet emoji, il est très important. Parce que selon lui, l'emoji à l'envers, il exprime le sarcasme. Parce qu'en fait, là, selon lui, les filles, elles sont en train de se moquer d'elles-mêmes, en fait. À savoir que tellement que Blake est en train de s'auto-saboter toute seule, Melissa, elle a envoyé un exemple donc de cet article-là qui est en train de parler de Blake sur le point d'être cancel. Et en fait, quand Jennifer lui répond: waouh,
Vous êtes vraiment surpassé là-dessus. En fait, c'est une blague. C'est pour dire genre, ah, t'as trop bien bossé, alors qu'en fait, elles font rien. Tellement que Blake se sabotait toute seule, elle n'avait rien à faire. Après, on voit qu'elle continue les messages. Elle lui dit, je vais à l'aéroport. Donc tout ça, ça a été exclu. Jen qui lui répond, désolé. Bon, bref, elle parle d'autre chose. Mais on voit qu'elle reprenne la discussion plus tard. Et là, Melissa lui dit, mince, c'est injuste parce que ça n'est même pas de moi. Maintenant, tout montre que ça vient de moi. Donc, de ce qu'on voit des messages, bah non, c'est pas elles qui ont fait ça. Ensuite, on a encore des captures d'écran de messages donc de l'équipe de Melissa Nathan, où là ils disent « Nous n'avons pas dit à Jed de propager, on va dire, l'idée que la promo de Blake est inappropriée. C'est arrivé tout seul. » Donc Jed, c'est Jed Wallace, le gars qu'elles ont embauché pour également s'occuper de booster des publications sur les réseaux sociaux. Bon bah là, apparemment, on voit que même lui, il n'a pas finalement fait quoi que ce soit, que là, non, d'après ce qu'il voit, c'est Blake elle-même qui se sabote. Les gens ont vu le film et ils sont là, genre, le film parle de violence domestique et eux, ils portent des fleurs. Zoé m'a envoyé ça samedi et c'est dingue la façon dont le film est promu, dont il est vendu. Donc, il lui envoie un TikTok, donc j'imagine c'est un TikTok de quelqu'un qui est en train de descendre la promo de Blake. Après, une capture d'écran où effectivement Blake, elle a ce fameux discours de « Prenez vos copines, mettez des fleurs et foncez voir le film ». Et la personne de Tag Team lui dit « Non mais s'il te plaît, nous n'avons rien à voir avec tout ça ». Ensuite, il y a un autre échange de Justin Baldoni qui parle à Melissa. Alors là, il lui envoie un article de Perez Hilton. Donc j'imagine que c'est pas en faveur de Blake, parce que Justin lui marque « ça n'est pas nous ça, n'est-ce pas ?» en assumant que le gars que nous avons embauché ne ferait jamais un truc pareil. Et il y a Melissa qui lui répond « aucun de nous n'a fait ça ». Bon, après, elle descend Perez Hilton. C'est organique. Elle se fait du mal à elle toute seule par ses propres actions. Après, elle lui envoie un article encore du Daily Mail. Alors apparemment, là, on parle d'une interview de Blake, j'imagine une ancienne, qui parle de la communauté trans. Et Melissa lui marque en dessous « ça vient de sortir ». Évidemment, aucun de nous n'a parlé de ça non plus. Mais une fois que les médias sont partis, ils vont creuser quoi. Le contenu des créateurs est en feu, Justine. Elle leur a apporté tout ça sur un plateau. Concentre-toi sur le sujet du film, ta famille et ton prochain projet. J'ai le sentiment étrange qu'elle va essayer de te contacter pour avoir une conversation lors des prochaines semaines, où il le fera. Alors je sais pas de qui elle parle, Ryan Reynolds peut-être, je ne sais pas. Après encore un autre échange de mails entre l'équipe de Melissa. Blake Lively a peur pour sa carrière suite au backlash de plus jamais. Et là, il y a l'équipe, alors je ne sais pas qui envoie ça, c'est pas précisé, mais en tout cas, il y a Tag Team qui répond « Mon Dieu, j'en ai tellement marre de ça. Je suis sûre que Leslie pense que nous avons aussi placé ça. » Leslie Sloan, donc c'est la chargée de com de Blake. Et Melissa Nathan qui répond « Ouais, moi aussi ». Bon, après, il y a encore plein d'échanges de messages entre Melissa Nathan, Leslie Sloan, Jennifer Abel, même des journalistes de TMZ, du Daily Mail, tout ça. Je skip. Là, ça fait déjà beaucoup. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça parle de rumeurs, d'embrouilles sur le tournage, etc. Mais moi, de ce que je lis, j'arrive pas réellement à comprendre qui a implanté ces histoires. Apparemment, chacun se rejette un peu la balle. Je trouve que ça fait pas vraiment avancer l'affaire si vous voulez. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc l'histoire du montage. Donc, on a Justine qui parle avec ses monteurs. Donc, on a éditeur 1 et éditeur 2. Donc, c'est monteur 1, monteur 2. Alors, il y a Justine qui marque « Je suis curieux de savoir si vous, les gars, vous avez pu voir son montage et si quelque chose a changé. » Éditeur 2 qui répond « On vient de me dire que nous n'avons pas la permission de regarder. » Justine répond « Haha, waouh, quand cela est-il arrivé ?» Éditeur 1 qui répond « Par Sony, ce soir. » Justine qui répond « Waouh, ok alors. Les monteurs et le réalisateur ne sont pas autorisés à regarder le montage d'une actrice. » Eh bien, nous y voilà. Donc là, ça confirme bien ce qui est écrit dans la plainte, c'est que Justine et ses monteurs n'ont pas eu le droit de voir le montage de Blake. Je trouve ça hallucinant quand même, c'est son film à la base, je comprends pas. Ensuite, il continue à discuter avec eux, donc ça c'est en février. Éditeur 1, je viens aux nouvelles, j'espère que tu t'accroches, nous allons traverser tout ça. Et Justine qui répond « Merci de prendre des nouvelles. Je me suis fait une raison et j'ai pensé que le meilleur moyen de traverser tout ça spirituellement et ce qui est le meilleur pour le film, c'est que je suck it up. C'est qu'en gros, j'avale tout ça. »
que je l'endure et que je la laisse faire. Nous avons fait un magnifique bébé ensemble. Ce bébé n'a peut-être pas grandi exactement comme ce que nous espérions, mais il reste magnifique. C'est pourquoi nous nous accrochons. Je suis très fière de nous. Et éditeur 1 qui répond: waouh, je ne peux pas dire que je suis choquée parce que j'espérais que tu serais capable de ne pas te laisser abattre par tout ça et on dirait que tu y es parvenu. Et oui, ce film que nous avons porté va être tellement bien, même s'il a été saboté, la base du travail brillera toujours. La dernière chose que j'ai entendue est qu'elle était en train d'enlever une bonne partie de notre version. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils ont retiré ou de jusqu'où ils l'ont étendu. Je suppose que tu le découvriras aujourd'hui. Accroche-toi. Je t'envoie tout mon amour. Ensuite, on a un échange de messages entre Jennifer Abel et Justin Baldoni. Alors là, il lui dit elle m'a dégagé du film maintenant. Elle a tout fini. Je ne peux plus être impliquée, même au niveau de la musique. Je vais traverser tout ça. Après, c'est trop petit, j'arrive pas à lire. Ensuite, c'est intéressant. On a encore des échanges de messages entre les monteurs et Justin. On a l'éditeur 2 qui lui met à Justin je veux que Blake ait le sentiment qu'elle a eu ce qu'elle voulait afin que nous puissions avancer dans ses demandes. Et à Justin qui répond, pour rappel, elle a eu ce qu'elle voulait tout le long du film. Il y a l'éditeur qui répond oui, et pourtant. Et Justin qui répond oui. Ensuite, Justin qui leur dit, ils ont montré le film au Book Bonanza. Je sais pas ce que c'est. Certainement un endroit où ils l'ont projeté. Éditeur 2 qui lui met tout le film et Justin qui répond oui, le sien, donc son montage. Éditeur qui répond waouh. Justin qui met c'était censé être le nôtre et maintenant je ne suis plus invité. Tout ça est assez cruel et intense. Éditeur qui lui répond je n'arrive même pas à y croire. Éditeur 2 désolé Justin. Et Justin qui leur répond je vous aime tous les deux. Éditeur 1 j'espère que tu aimes ou que du moins tu supporteras, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Stomac, le montage qui va sortir pour le monde entier. Et Justin qui répond je ne l'ai pas encore vu. Je ne peux pas le voir. Jennifer Abel, un autre échange, qui dit à Justin, il n'y a rien que nous ne puissions traverser ensemble. Ce film sera un succès. Elle a déjà largement promu, donc si jamais elle recule, ce sera pire pour elle. Tu dois juste te concentrer sur le tableau dans son ensemble et comment ce film va changer la donne pour toi et le studio. Justin qui répond, j'essaie de trouver des moyens pour me garder occupée alors qu'elle a tout le monde avec elle. Manifestement, si tout le casting fait du contenu ensemble, là c'est elle qui essaye de faire croire aux gens qu'il y a un problème. Tout ce qu'elle fait est calculé, ça en devient presque maniaque. Jennifer Abel qui lui dit « Je t'entends » et nous sommes déjà là-dessus avec Sony qui assure nos arrières. Je me sens bien par rapport à ça et ils comprennent le gros problème si les fans commencent à trouver des failles. Ça ne semble pas bon non plus pour Sony. Et Justin qui répond « Elle ne veut pas être la mauvaise personne, donc elle trouvera un moyen. » Jennifer qui lui répond « Et c'est pourquoi nous restons on garde une avance sur tout ça. » Et Justin qui lui marque en essayant de réécrire l'histoire et de faire comme si je n'étais pas celui qui avait développé tout ça pendant 5 ans. On dirait qu'il y a un problème avec moi. C'est méchant et c'est blessant et elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Bon après on voit qu'il était à l'hôpital donc voilà c'était pas très bien pour lui mais continue à prendre des nouvelles avec ses monteurs. Prends soin de toi. Si Blake est si déterminé à endosser tout le marketing sur le film, juste laisse-la faire. Et Justin qui répond, le nombre de femmes qui se sentent vues, ça touche les gens à travers tout le monde, que les hommes se souviennent de leur propre traumatisme et ont des conversations avec leurs partenaires. Voilà pourquoi nous l'avons fait. Et ça marche. Nous sommes toujours la Dream Team. Éditeur qui lui répond incroyable, c'est la meilleure nouvelle. Éditeur 1, exactement, c'est le plus important. Bon après, il continue à discuter avec eux qu'il ne sera pas dans la même pièce que les autres lors de la première. Et il y a l'éditeur 1 qui lui dit voilà la raison pour laquelle je ne pouvais pas y aller, parce qu'on avait l'impression que on ne pouvait pas y aller. Justin qui répond eh bien si tu décides de changer d'avis à la dernière minute, fais-le moi savoir et je trouverai un moyen pour qu'on le fasse tous ensemble. Je serai là, ça se fera juste à un timing différent et dans différents théâtres et tout ce que tu peux imaginer. Mais c'est toujours notre film. Éditeur 2 qui lui répond « Ce serait vraiment difficile pour moi de m'asseoir et de regarder le projet final du film pour la première fois à l'avant-première. » Justin qui répond « Ok, je ne l'ai même pas encore vu non plus. » Éditeur 2 qui lui répond « Une folle époque. » Après, encore Justin qui envoie des captures d'écran de victimes de violences conjugales qui ont laissé des messages sur les réseaux. Il partage ça, alors je ne sais pas avec qui, mais il marque « Voilà pourquoi nous faisons ça. Voilà pourquoi j'ai fait ce film. »
film? Est-ce qu'on peut repartager leurs histoires et les amplifier? Parle aussi à un moment donné de la scène où Blake avait dit que Jamie Heath lui avait montré une vidéo qu'elle pensait que c'était du porno, où il lui montrait que sa femme, elle avait accouché. On a juste une photo de l'événement, mais on voit qu'en fait, ils ont fait un accouchement à la maison. Ils sont tous les deux dans une espèce de petite piscine avec le bébé sur eux. Franchement, ça a l'air beau. Après, je sais pas l'entièreté de la vidéo, tout ça. En tous les cas, ma conclusion par rapport à cette plainte, c'est que concrètement, ça ne change pas complètement, on va dire, les allégations de Blake. Encore une fois, je n'ai pas de parti pris dans cette histoire pour l'instant. Je reste encore au milieu, parce que même s'il y a des messages qui contredisent machin ou quoi qu'est-ce, il y a quand même beaucoup de situations où il n'y a aucune preuve, où là c'est juste la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc voilà, ça reste encore quelque chose qui va être difficile à prouver. Du moins, il faudra des témoins pour valider ce qu'a dit l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que dans tous les cas, moi, à l'heure actuelle, je me positionne encore au milieu. Je sais pas qui dit vrai et qui dit faux. En tous les cas, voilà, ce gros update. S'il vous plaît, soyez bienveillants, ouverts d'esprit et débattez gentiment. On peut ne pas être d'accord, mais on reste courtois. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour la suite. Mouah, bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.